revenir, c'est pourquoi il y a ce décalage entre la réalité des associations qui est de plus en plus forte, alors avec évidemment des statuts qui peuvent être différents, mais on pourrait dire les organisations de la société civile de manière générale sont de plus en plus importantes partout, et en même temps, il y a ce dédain vis-à-vis du monde associatif qui perdure dans les représentations dominantes. Alors, je pense que ça nous amène, en tant que partie prenante du monde associatif, à réfléchir sur les raisons pour lesquelles il y a ce paradoxe. Et je vais essayer d'en mentionner quelques-unes pour ensuite revenir sur peut-être des pistes pour dépasser ce paradoxe que nous vivons encore tous et toutes aujourd'hui. La première piste que l'on peut suggérer, c'est que l'association, en fait, est victime d'amnésie. C'est-à-dire que nous avons, et ça je pense que c'est un premier obstacle, nous avons oublié la mémoire de ce qu'ont été les associations. Et finalement, nous sommes privés, d'une certaine façon, de notre propre histoire en ce qui concerne le monde associatif. C'est très évident dans le monde de la recherche que je mentionnais tout à l'heure, puisque un certain nombre de théoriciens ou d'observateurs, je pense en particulier à Tocqueville, avaient considéré que l'objet principal que devaient avoir les sciences sociales, c'est d'appréhender les associations. Il l'avait fait fort tôt, et pourtant, ça a complètement disparu du paysage universitaire. De la même façon, un autre grand théoricien, John Dewey, aux États-Unis, mentionnait dès le début du siècle que le principal problème qu'il fallait comprendre en philosophie et en sociologie, ce n'est pas l'individu, ça on arrive à comprendre à peu près ce qu'est l'individu, c'est pourquoi les gens s'associent, pourquoi il existe des associations plutôt que rien. Et que ça, c'était un problème philosophique et sociologique qui était central dans les sociétés contemporaines. Et donc, on a oublié tout ça. On a oublié ces interrogations fondamentales. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié que les associations ont participé de la construction des sociétés démocratiques. Et ça, je crois que c'est la première chose qu'il faut rappeler. C'est de voir que les associations sous la forme que nous connaissons aujourd'hui sont nées à partir du début du XIXe siècle, même s'il y a des formes qui ont préfiguré. L'association moderne a une spécificité. Et l'association moderne, par rapport aux formes de solidarité traditionnelles, a une originalité, parce que l'association, quand elle est apparue au début du XIXe siècle, a été la façon de réaliser la fraternité par une action collective qui est menée par des gens qui ont choisi de s'inscrire dans cette action de façon libre et avec des rapports entre eux qui sont d'égalité. Donc en fait, au départ de l'association, c'est-à-dire toujours pour essayer de revisiter cette histoire dont nous avons été privés, il faut se rappeler que la période de création associative la plus importante en France avant la actuelle, c'est la période entre 1830 et 1848. Or, le statut n'existait pas. Et malgré le fait que le statut n'existait pas, il y a eu une dynamique de création associative qui a été énorme à ce moment-là et qui est liée aux événements qui ont eu lieu dans la période entre 1830 et 1848, et particulièrement en France, mais pas seulement, à ce qu'on a appelé en Europe le printemps des peuples. Ça montre bien dans quelle dynamique démocratique est née l'association, puisque les gens qui ont mis en œuvre les premières associations, qu'ils soient ouvriers, qu'ils soient paysans, ou qu'ils soient commerçants, ou qu'ils soient pêcheurs, c'est des gens qui s'appuyaient sur les principes démocratiques et dénonçaient le fait que la réalité n'était pas encore conforme à ces principes démocratiques. Et donc pour eux, l'association, c'était le moyen,
à travers lequel on pouvait faire coïncider les principes politiques que l'on venait d'affirmer au fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, et la réalité quotidienne. Parce qu'ils savaient bien que cette réalité quotidienne ne correspondait pas encore aux principes qui avaient été énoncés. Et donc c'est par l'association, c'est par le fait que des gens se réunissent autour d'un bien commun pour le faire avancer, qu'ils plaçaient leurs espoirs d'arriver finalement à une société qui, concrètement, serait bien ancrée sur ces principes de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est pour ça que, dans les textes de cette époque, on parle soit d'associations fraternitaires, soit d'associations solidaires, et que on est dans une conception de la solidarité qui est profondément démocratique. Et je ne peux pas m'empêcher de rappeler les propos de celui qui le premier a théorisé la solidarité, Leroux en 1840, puisque Leroux disait « la solidarité démocratique, c'est ce qui succède à la charité ». Parce que si nous sommes en démocratie, il ne peut plus y avoir la charité qui supposait une dissymétrie entre celui qui donne et celui qui reçoit. Et donc, puisque nous affirmons être dans une société régie par les principes de liberté et d'égalité, nous avons un autre rapport social horizontal qui s'introduit. C'est ça que nous appelons désormais solidarité, disait-il. Et donc c'est des gens qui font ensemble, en étant égaux entre eux, et en s'y engageant librement. Et en faisant cela, ils réalisent la fraternité. Donc la solidarité devient la réalisation de ce principe qui n'était pas si évident à saisir, qui était celui de la fraternité. Alors évidemment, on voit bien que dans cette appréhension, il manque un peu de sororité. Et ça va être l'un des problèmes que va rencontrer le mouvement ouvrier probablement. Mais ceci est un peu une autre histoire. Donc la solidarité démocratique amène à voir, et ça je pense qu'il faut le retenir aussi parce que ce n'est pas un message qui est indifférent en ce début du XXIe siècle, c'est que la solidarité démocratique s'est inventée autour de l'auto-organisation des citoyens et la manière dont les citoyens voulaient résoudre eux-mêmes les problèmes qu'ils rencontraient et sortir en cela des tutelles traditionnelles dont ils étaient victimes. Ça, on le retrouve dans les textes de 1830 à 1848 de manière récurrente. Il s'agit bien de prouver que même si nous vivons dans la misère, disent-ils, nous sommes capables de nous organiser et nous sommes capables de faire des choses ensemble. C'est toujours cette volonté qui est ressortie du monde associatif et qui s'est opposée, par exemple, à tout un ensemble de gens qui disaient « mais ces gens-là, quand ils vont se mettre ensemble, ça va être le chaos, ça va être le désordre ». Or, ce qui était surprenant dans les rues de Paris en 1848, c'est que les gens étaient en train de concevoir des associations et ça ne se traduisait pas du tout par ce désordre qui aurait engendré la violence de ces hordes d'ouvriers qui auraient envahi les rues. C'était au contraire un processus extrêmement calme et qui permettait de débattre de la façon dont on allait pouvoir, par exemple, concevoir le secours mutuel, par exemple, concevoir la production coopérative. Donc, je crois qu'il faut revenir à ce premier temps de l'association parce que ce premier temps de l'association, il résonne pour nous d'une manière singulière si nous le retrouvons. Et ce premier temps de l'association, il a été recouvert par tout un ensemble de récits officiels, puisque l'histoire, c'est l'histoire des vainqueurs, et donc tous ceux qui ont été vaincus, on ne leur rend jamais hommage dans l'histoire. Il faut retrouver, comme disait Benjamin, l'histoire des vaincus, qui est aussi l'histoire des associations, pour comprendre d'où nous venons. Et pour comprendre qu'il y a eu un gigantesque espoir de faire avancer la démocratie par l'association, et c'est là que trouve son origine l'association, et qu'on l'a trop occulté dans les périodes qui sont venues après, puisque les libéraux
ont proposé une analyse dans laquelle les associations, c'était une sorte d'agitation brouillonne, mais qui ne débouchait sur rien de sérieux et de crédible. Vous voyez que, d'une certaine façon, quand le MEDEF aujourd'hui parle des associations, on pourrait retrouver quasiment l'argumentaire qu'on avait en 1848. Oui, les associations, c'est des braves gens, ils essaient de faire des choses, mais ils ne sont pas très organisés, ils sont un peu amateurs, ils ne savent pas bien faire, ce ne sont pas des vrais professionnels. Et donc, il faut laisser l'économie aux gens sérieux, c'est-à-dire nous les libéraux. Ce discours, finalement, il a perduré et il est encore présent dans beaucoup de prises de position qui affirment que l'association ne saurait être un acteur économique, sauf éventuellement pour gérer les pauvres, mais pas un acteur économique de plein droit. Et donc on voit bien que il y a eu cette condamnation libérale de l'association en disant tout ça, ce n'est pas véritablement sérieux. Et puis il y a eu la condamnation marxiste de l'association qui a été entérinée avec Engels quand il a parlé de socialisme utopique, c'est-à-dire il avait la même vision d'une certaine façon, même si elle était opposée aux libéraux, c'est-à-dire l'idée que l'association était une phase immature du mouvement ouvrier et que le mouvement ouvrier, en sortant de l'association, était rentré dans le socialisme scientifique et donc dans une conception beaucoup plus mature qui permettait de se centrer sur la prise du pouvoir d'État et qui permettait de sortir de ces chimères utopistes. Donc vous voyez que on a perdu vraiment le tissu de ce qui faisait l'association. Alors, sur cette histoire, mais message encourageant, aujourd'hui, il y a tout un nouveau courant qui en France s'exprime depuis 10-15 ans seulement, d'historiens, qui sont en train de revisiter l'histoire du XIXe siècle. Le livre emblématique, c'est celui pour la France de Michel Rio-Sarcey, Le procès de la liberté, une histoire souterraine du XIXe siècle. Et dans cette histoire souterraine, elle met au cœur du XIXe siècle l'association. Et pourquoi justement l'association a disparu. Et que ce soit elle, que ce soit Mauricio Gribaudy, que ce soit Samuel Hayat, que ce soit les historiens qui ont travaillé sur le Lyonnais, tous ces historiens convergent sur une réhabilitation de l'association et sur la manière dont l'association voulait, dans la période que j'indiquais, être partie prenante de la conception d'une république sociale et démocratique. C'est-à-dire une mouvance qui ne cloisonnait pas ce qui était de l'ordre du politique, du social, de l'économique et du culturel, mais qui faisait partie d'une même dynamique. Et c'est ça qu'il s'agit de retrouver en revenant aux traces dont nous avons disposition pour voir ce qu'étaient les associations à l'époque. Et là, maintenant, on peut regarder un certain nombre de textes qui viennent de cette période-là. Grâce à des instruments comme Gallica, on peut avoir tout un ensemble de textes sur ceux écrits par celles et ceux qui ont fait l'association dans la première moitié du XIXe siècle. Et retrouver ces éléments-là, je pense que ça nous montre qu'un certain nombre des préoccupations, évidemment, émises dans un vocabulaire qui n'est plus le nôtre, mais un certain nombre de préoccupations qui étaient faites par les pionniers associatifs sont encore des préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un premier problème qui explique le paradoxe associatif, c'est la mémoire oubliée de la véritable histoire des associations. Et ça, je pense qu'un travail a commencé à s'entamer. Je parlais de la France, mais on a fait il y a quelques mois une rencontre à Barcelone avec des historiens portugais, italiens et brésiliens. Ce mouvement, espagnol aussi, j'ai oublié de dire, ce mouvement d'un retour sur une autre lecture du XIXe siècle et donc une autre lecture de l'association, il est en cours dans différents pays. Et dans les différents pays, les historiens mentionnent tous que l'association a été profondément méprisée par l'histoire officielle et qu'il s'agit
par-delà ce mépris, d'en retrouver les coordonnées exactes pour savoir d'où nous venons. Donc ça, je pense que c'est la première chose qui peut être importante pour retrouver ce que l'on peut voir aujourd'hui des associations et retrouver cet étrange lien qu'il y a en certaines des préoccupations du mouvement associatif aujourd'hui et de ce qu'étaient les associations pionnières.